date de 2007. La situation décrite ne s'est évidemment pas améliorée et a même tristement empiré. Combien de Français ne sont jamais inquiets pour leur sécurité? 1 personne sur 10 seulement. De nouveau un chiffre effrayant. C'est au début des années 80 que le phénomène a explosé. Être cambriolé ou se faire voler sa voiture était déjà banal. Devoir céder sous la menace son portefeuille ou son téléphone est en passe de le devenir. Mais voici le degré suivant. Tout un chacun peut se faire attaquer pour rien, uniquement parce que le hasard lui a fait croiser dans la rue ce qu'il faut bien appeler par son nom un sauvage. Les délinquants des années 1970 volaient, ceux d'aujourd'hui s'en prennent aux personnes. On recense chaque jour 500 agressions déclenchées à la tête du client. Une violence gratuite, pour un regard qui a déplu, pour un mot de trop, pour une cigarette refusée, on peut être frappé et même tué. Les coups et blessures volontaires, explique un responsable policier, ne sont pas un problème de sécurité mais de société. Nous ne pouvons influer sur les comportements des individus. Le passage à l'acte violent se fait beaucoup plus vite, pour des broutilles, souvent sous le coup de la fatigue, du cannabis ou de l'alcool. Le bilan, c'est que la tranquillité n'est garantie nulle part. Près d'1 Français sur 3 a peur dans les transports en commun. Le 1er janvier 2006, au matin, 600 voyageurs sont pris au piège dans un train entre Nice et Marseille. Pour cette affaire qui a fait du bruit, combien d'agressions quotidiennes qui ne reçoivent aucune publicité? Même le domicile n'est plus une protection. Il peut survenir d'authentiques drames qui sont expédiés en 10 lignes dans les journaux. Le 8 avril 2006, à Torcy, en Seine-et-Marne, une soirée privée d'anniversaire réunit une cinquantaine de jeunes. Une bande veut s'incruster. Et conduite, elle revient armée de battes de baseball, de bouteilles et de couteaux. Poignardé dans le dos, un garçon de 19 ans meurt de ses blessures. La situation est même plus grave qu'on ne le pressent, car les statistiques sous-estiment la réalité. Plus de la moitié des vols et les 2/3 des agressions physiques ne font l'objet d'aucune plainte. Les auteurs de ces délits sont jeunes, de plus en plus jeunes. Un gardien de la paix de 28 ans affecté à la BAC de Seine-Saint-Denis témoigne. Avant, j'étais rarement confronté à des ados de moins de 16 ans. Maintenant, je sers des gosses de 12-13 ans. Un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur confirme. Des mômes qui ne connaissent plus de limites. Il y en a partout dans les banlieues françaises. Les filles s'y mettent. Les plus violentes sont asservies au même cocktail que les garçons. Alcool, shit, psychotropes. En octobre 2005, à Toulouse, une adolescente de 13 ans et demi bat un record. Elle est la plus jeune détenue de France. Elle a été mise en détention préventive dans une prison d'adultes, procédure exceptionnelle motivée par les faits. Après s'être disputée avec une voisine de son âge, elle lui avait porté des coups de couteau. En 1997, à Villepinte, Lionel Jospin présente le rétablissement de la sécurité comme une priorité de son gouvernement. Et Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, fustige les sauvageons. La délinquance poursuit néanmoins son ascension. En 2002, la droite retrouve la majorité à l'Assemblée après une double campagne présidentielle et législative où l'insécurité a été au cœur des débats. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, affirme que son objectif numéro 1 est de rétablir la sécurité. De fait, le renforcement du dispositif judiciaire et policier fait baisser les chiffres de la délinquance. Dès 2005, cependant, les violences repartent à la hausse. De droite ou de gauche, les pouvoirs publics semblent dépassés. On mesure la difficulté de la tâche quand on sait l'appréciation des délinquants sur leurs propres actes. Pour 17% des jeunes suivis par la justice, agresser quelqu'un physiquement ou le menacer avec une arme n'est pas un délit. 40% pensent la même chose du racket. Quant au vol à l'étalage, pour 99% d'entre eux, il n'est pas un délit, ou seulement un petit délit. Article du Figaro du 11 juillet 2005. Conclusion du secrétaire général du syndicat des commissaires, c'est la société dans son ensemble qui est en cause, car les filtres de l'éducation et de l'école ne fonctionnent plus.
Le sociologue Sébastien Rocher, qui n'est pas un adepte du tout sécuritaire, donne une explication plus abrupte. Pourquoi la délinquance des jeunes progresse-t-elle ? La réponse est plus simple qu'on ne l'imagine, car on n'a presque rien fait pour l'endiguer. Comment tant de jeunes ne céderaient-ils pas à la violence dès lors qu'ils y sont confrontés en permanence ? L'initiation débute à l'école, dès le plus jeune âge. Dans le primaire, on voit des élèves tomber à 5 ou 6 sur un autre et le tabasser. À la rentrée 2006, Le Point publie le classement des 450 établissements scolaires recensant le plus d'actes de violence, classement établi d'après une base de données de l'éducation nationale. Un tableau inimaginable il y a 30 ans. Raquettes, vols, vandalisme, menaces, agressions contre des élèves ou des enseignants, incendies volontaires, affrontements armés entre bandes, expéditions punitives dans les cours et les classes, viols. Le droit commun a massivement franchi les portes de l'enceinte scolaire. Où s'arrêtera l'escalade ? En 2006, un rapport des renseignements généraux livre cette observation. L'augmentation de la présence et de l'usage d'armes à feu à proximité ou dans les établissements est préoccupante, révélant une porosité entre la rue et l'école. Dans les ZEP, insultes et menaces sont journalières. Barbara, 29 ans, professeure de français dans un collège des Ulysses, en Essonne, raconte. Un élève porte sa casquette pendant les cours. Lasse de répéter que c'est interdit, je la lui ai enlevée. Le garçon essaie de la lui arracher des mains et la menace du poing en hurlant. « Je veux la niquer celle-là, je veux la niquer !» L'algarade se déroule dans une classe de 4e. En matière d'agression d'enseignants, les lycées professionnels détiennent le record. Au LEP de Marignane, Hélène n'écrit plus au tableau, de crainte de tourner le dos à ses élèves, ne circule plus entre les tables, de peur de recevoir un coup, et ne fait cours que la porte ouverte. Les gamins me traitent de sale chienne, je ne contrôle plus rien. Denise, 30 ans d'ancienneté, en oublie son cartable à la maison. On est nombreux à partir au lycée la peur au ventre. Si on n'a pas été agressé, on se demande quand ça va nous arriver. Article de l'Express, 19 janvier 2006. En 2005, au lycée professionnel d'Étampes, un garçon de 18 ans poignarde son professeur principal, Karen Montet-Toutain. L'élève avait lancé à ses potes « Je vais faire un truc de ouf avec la prof ». En classe, il refuse d'ôter son blouson. S'étant fait rappeler à l'ordre, il se lève et assène 3 coups de couteau à la jeune femme. Un ami de l'agresseur décryptera son geste. Il a fait ça pour se faire remarquer. On est tous obligés de se faire reconnaître pour ne pas se faire marcher sur les pieds. Pour être respecté dans les cités, faut se faire un CV de la rue. Karen Montet-Toutain en est sortie traumatisée mais vivante. S'il faut à tout prix se faire remarquer dans les cités, à quand un prof assassiné ? Été 2006. Les adolescents fredonnent la danse du coup de boule, le refrain de la saison. Zidane, il a frappé. Carton rouge pour l'icône du ballon rond lors de la finale de la Coupe du monde de football. On n'excuse pas, mais on comprend, a affirmé l'entraîneur de l'équipe de France. Vous êtes un homme de cœur, d'engagement, de conviction, et c'est pour cela que la France vous admire et vous aime, a déclaré Jacques Chirac en s'adressant au capitaine des Bleus. Est-il normal de frapper celui qui vous a insulté ? C'est en tout cas la leçon que retiendront ceux qui idolâtrent Zizou. Dans les stades, la violence est devenue banale. Pourquoi s'en offusquer ? Dès lors que le chef de l'État absout un joueur ayant fauté sous les yeux de 2 milliards de téléspectateurs. En juin 2002, Julien, un lycéen de Saint-Sébastien-sur-Loire, tue sa petite amie de 17 ans de 17 coups de couteau. Fanatique de vidéo, il avouera que son geste lui a été inspiré par le film d'horreur Scream. En 1994, une enquête quantitative du CSA avait répertorié près de 10 scènes violentes par heure dans les fictions des chaînes nationales. Si le cinéma a toujours représenté la violence, c'était, à travers les histoires de guerre, les westerns ou les policiers, une violence régulée, symboliquement inscrite dans un champ de bataille entre bons et méchants. Un certain cinéma dorénavant est sorti de cette logique pour mettre en image la violence en soi, les effets spéciaux multipliant les torrents de sang et les corps qui se déchirent.
Le rapport Kriegel, déjà évoqué dans ce livre, souligne que ce matraquage influe sur le comportement. Des expériences ont établi que les scènes intenses affaiblissent les seuils de perception de la souffrance d'autrui. Les jeux vidéo exacerbent ce mécanisme en métaphorisant le spectateur en acteur de la violence. Dans ce monde virtuel, une pression sur un bouton suffit à désintégrer son adversaire. Certains jeux mettent en scène de véritables guérillas urbaines où le joueur se fait émeutier. Des produits vendus à des milliers d'exemplaires, seulement signalés comme déconseillés aux mineurs, la loi n'interdit pas de les leur vendre. Selon Pascal Lardelier, auteur d'un essai sur la culture médiatique des adolescents, leurs actes n'ont de valeur que s'ils sont filmés ou photographiés. Certains jeunes sont très marqués par des jeux vidéo très violents et une culture de l'image trash. Comme ils ont grandi le téléphone portable à la main, ils l'utilisent naturellement. Le happy slapping, joyeuse claque, est né en Angleterre. Cette pratique consiste à gifler ou à boxer quelqu'un au hasard dans un lieu public ou un établissement scolaire. Pendant que l'agresseur s'exécute, ses amis le filment au moyen d'un portable. Les images sont ensuite transmises vers d'autres téléphones ou mises en ligne sur Internet. En France, ce jeu fait des émules. En 2006, au lycée professionnel de Porcheville, dans les Yvelines, un élève de 18 ans agresse sa prof de vie sociale et professionnelle. Au lieu d'intervenir, un camarade filme la scène avec son portable. Le film fera le tour des cités environnantes. Fin 2005, à Nice, circulent les images d'un viol collectif. Le vice-procureur de la ville y voit l'expression d'un narcissisme effréné. Dans l'esprit de ceux qui font ça, l'objectif d'auto-valorisation prime tout. Avant, ils se contentaient de se vanter. Là, ils peuvent avoir la preuve de ce qu'ils ont fait. Violence dans la rue, violence à l'école, violence dans les stades, violence au cinéma, violence à la télévision, violence dans les jeux vidéo. Comment ce déferlement resterait-il sans conséquence? Tous les repères moraux sont en train de sauter. Manuel Valls, maire socialiste d'Évry dans l'Essonne, est un homme de terrain. Il dresse ce constat. Il n'y a plus de tabou ni sur les biens sociaux, ni sur les personnes, comme si la vie n'avait plus rien de sacré. Aujourd'hui, on donne un coup de couteau ou de cutter, comme on mettait une baffe il y a quelques années. Le couteau est le prolongement du bras. Cette violence physique, sexuelle, mentale, qui à la limite relève plus de la médecine psychiatrique que de la prison, franchit chaque fois un nouveau seuil.